la nouvelle Peugeot 508 vous présente En route avec. Bienvenue à bord d'une berline radicalement différente. Une berline qui vous emmène sur les chemins de la réussite à la française. Bonjour Mathilde Lacombe. Bonjour Pierre. Merci de nous accompagner pour ce podcast. On va parler de vous, de votre entreprise. Et quand je dis de votre entreprise, je devrais dire de vos entreprises. Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec, on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui sur le siège passager, la créatrice de la version française de Birchbox, Mathilde Lacombe. En route avec. C'est une serial entrepreneuse de la beauté. Mathilde Lacombe a du flair. Elle repère un concept de business aux États-Unis et le décline tout de suite en France. C'est Birchbox, ce coffret contenant une sélection personnalisée de cosmétiques envoyés tous les mois pour un peu moins d'une quinzaine d'euros. Le succès est immédiat. Mais ce n'est que le début de sa carrière. Aujourd'hui, elle lance sa propre marque de produits de beauté, ça s'appelle M, et elle vise une réussite internationale. Mathilde Lacombe, le coup de génie de la box beauté. On va expliquer un petit peu, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est que Birchbox, ce que c'est que Jolybox. Alors justement, pour les gens qui ne savent Absolument pas du tout ce que c'est une jolie boîte en fait. Alors Jolybox en plus c'est normal si vous ne savez pas ce que c'est parce que ça n'existe plus. Donc Jolybox c'est la première boîte en fait qui proposait un service d'abonnement pour recevoir des cosmétiques à tester chez soi. Et l'idée était venue du fait que le marché des cosmétiques est un marché qui est assez saturé en nouveautés et que c'est compliqué pour une cliente de tester des produits et de trouver vraiment ce qui lui convient. Et donc avec Jolybox, on permettait à une femme pour 13 € par mois de recevoir 5 produits chaque mois. Et qui décidait des produits adaptés à son profil? Et qui décidait? C'était chez Jolybox, on était hyper bien structuré. Il y avait une équipe commerciale, une équipe éditoriale et la cliente, quand elle s'abonnait, remplissait un profil assez détaillé sur Internet, bien sûr, avec aussi bien son âge, sa couleur de peau, ses cheveux, que ses habitudes d'achat. Et donc tout ça nous permettait d'envoyer une box sur mesure aux femmes. À quel moment vous avez constaté que ça a cartonné ? Assez rapidement, on a senti assez rapidement l'engouement en fait, pour le concept qui avait déjà été lancé aux États-Unis en fait, un peu moins d'1 an avant Jolybox. Et c'est ça qui clairement nous a donné envie de nous lancer. C'est qu'on a vu l'engouement pour le concept aux États-Unis, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Donc vous êtes inspiré d'une méthode américaine ? Oui, qui s'appelait Birchbox. Et bien sûr qu'on a fait à la sauce française. La France, c'est aussi le pays de la beauté. On a beaucoup de très belles marques, comme des marques comme Clarins, Caudalie, beaucoup de marques de parapharmacie qu'ont pas les étrangères. Donc on a aussi une culture de la beauté qui est assez différente. Et alors, Jolybox, combien d'années d'existence, quel chiffre d'affaires et à partir de quel montant vous vous êtes dit, là, on peut vendre, on peut faire quelque chose, on peut faire une opération ? En fait, c'était un peu la réflexion était un peu différente. C'était quand on a créé Jolybox, on savait clairement qu'on avait envie de se faire repérer par Birchbox. Ouais. Enfin, en tout cas, c'était notre schéma idéal. Ouais. Et ce qui fait que quand on a lancé Jolybox, on était dès le départ en contact avec les fondatrices de Birchbox. On leur a dit, nous, ce qu'on lance en Europe. Et elles nous ont dit, oui, très bien, un peu faites de votre côté. À l'époque, elles étaient... je pense très focus sur leur propre développement. Et puis en fait, ça a pris très vite aux États-Unis. Nous aussi, en France, ça a pris très vite. On a lancé rapidement en Espagne et en Angleterre. Et ça a été facile à faire, ça ? Ça a été assez facile. Honnêtement, en fait, ce qu'on a fait sur les 2 pays, c'est qu'on a racheté des boîtes qui faisaient la même chose que nous. Ouais. Donc c'était des déjà boîtes, qui avaient 2 mois. À peu près, des très très jeunes boîtes qui venaient de se lancer. Du coup, on était le leader du marché européen et donc forcément pour les US, c'était assez intéressant. La réflexion, en fait, dès le départ était tournée dans ce sens-là, donc c'était pas tant à partir de quel chiffre d'affaires, à partir de quand on est prêt, c'est aussi quand eux, les US,
ont vu qu'ils étaient bien installés sur le marché américain, qu'ils se sont dit ok, on est prêt pour l'Europe, quand on a commencé les discussions et que ça s'est fait finalement assez naturellement. Et après, vous avez suivi Birchbox en restant chez eux? Alors du coup, en fait, la façon dont on a fait les choses, c'est c'était une fusion. Donc du coup, on est resté Jolibox. Pendant 1 an, on a gardé notre logo et c'était Jolibox, a Birchbox Company. Et après, au bout d'1 an, on a vraiment fait un rebranding. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois les Américains et à la fois nous en Europe, on a tous changé d'identité pour avoir une identité et un nom commun. Et voilà. Et donc les choses se sont faites assez, encore une fois, naturellement. Et j'avoue que c'était pour nous, petits entrepreneurs français, c'était assez excitant aussi, cette expansion internationale. Alors Mathilde, on va se rendre dans un endroit important pour vous, c'est dans le quartier du Sentier à Paris. C'est un très bel hôtel qui s'appelle l'hôtel Hoxton. En fait, c'est là où vous travaillez pour l'instant puisque vous n'avez pas de bureau. Mais c'est aussi là où tout a commencé avec votre associé François Morier. La nouvelle Peugeot 508 est produite en France. Et avec ses nombreux équipements technologiques, elle est l'emblème de l'innovation Peugeot Made in France. C'est aussi ça, la réussite à la française. Retour à En route avec, à bord de la nouvelle Peugeot 508. Mathilde Lacombe, vous avez voulu nous emmener ici à l'hôtel Hoxton à Paris, dans le quartier du Sentier. Pourquoi cet endroit ? Alors le Hoxton, c'est un hôtel où je travaille en fait depuis quand j'ai quitté Birchbox, vu que les bureaux étaient pas très loin. Je suis venue m'installer ici parce que j'aime beaucoup l'endroit que je trouve déjà assez agréable, plus qu'un endroit de coworking. Avec François, comme on n'a toujours pas de bureau, au fur et à mesure, on s'est donné rendez-vous là. Parfois, on bosse un peu chez François, mais c'est vrai que... Alors François, ce François dont tout le monde parle, c'est François Morier, c'est votre associé. Bonjour. Bonjour, je suis là. Merci de nous rejoindre dans ce podcast. Merci à vous. Comment vous êtes rencontrés tous les deux d'ailleurs ? Ça fait un peu plus de 10 ans. Et c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés de 2 façons différentes, mais en parallèle. Ouais. C'est qu'on s'est connus en stage chez Orange dans un Explocentre. C'était un incubateur de start-up qu'ils avaient ouvert un moment dans le 16e. Et donc en parallèle de ça, je me rends compte que Mathilde est la cousine d'un de mes meilleurs amis, avec qui justement on a commencé un peu à potasser sur des sujets entrepreneuriat, web, etc. Et que j'avais connu 2 ans avant dans un foyer d'étudiants dans le 16e aussi, quand on est arrivé à Paris pour nos études. Comment vous vous êtes mis d'accord de partir sur le projet Jolibox et pas complètement autre chose ? Jolibox, c'est venu parce que on a vu en fait le business se lancer aux États-Unis et qu'on s'est dit il y a clairement quelque chose à faire, il y a une opportunité, et donc c'est sûr qu'on n'a pas eu nous ce temps de réflexion de se dire qu'est-ce qu'on va lancer, qu'est-ce qu'on va faire. En fait, c'est juste qu'on a vu cette opportunité, on s'est dit c'est pour nous, on y va. On a travaillé un peu ensemble sur le blog de Mathilde avec elle que tu tenais, blog beauté. Et donc, mais c'était vraiment moi à faire un peu de graphisme, maintenance, etc. Et c'est quand Mathilde en a parlé sur son blog qu'on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire. On était avec un 3e associé, Quentin, et c'est là où on a vraiment initié le truc en se disant ça, go, c'est un vrai projet business qu'il y a à faire sur la beauté et où on est ensemble tous bien complémentaires. Et comme tout a très très bien marché, du coup, vous vous êtes dit on va partir sur d'autres aventures et cette fois-ci encore ensemble. Après 8 ans, avec François, on avait une vraie envie de retrouver un peu les débuts l'excitation. On est tous les deux des profils assez créatifs et donc c'est ça aussi qu'on aime, nous, c'est créer une identité de marque, raconter une histoire. Est-ce que vous avez aussi envie d'accompagner cette marque comme... par exemple, une marque qui pourrait devenir décennale ou centenaire plus tard ? Ou est-ce que vous vous lassez très vite et vous dites non, je vais créer autre chose ? Non, justement, et je pense que c'est aussi ça qui est complètement différent par rapport au projet initial où on avait créé Jolibox en se disant on crée ça, on le fait hyper bien et dans l'idée de revendre et ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, ouais. Là, avec M, on a une vraie volonté avec François de créer une marque pérenne et de s'y investir longtemps. Nous, des marques qu'on aime beaucoup avec François, c'est des marques comme Caudalie et des marques comme Atelier Cologne qui sont des vraies réussites à la fois soit d'amis ou de
de famille et qui sont des marques qui durent dans le temps. Donc l'idée de M, c'était pas du tout c'est ni un buzz Instagram, ni une opportunité de surfer sur une tendance, mais vraiment de créer une marque et d'où aussi le fait de créer une identité, quelque chose de fort qui... Avec aussi dans ces dernières années, un peu dans l'écosystème des startups, on en a vu éclater en plein vol dans tous les sens du terme, et on n'a pas envie d'être dans ce schéma de la course à la réussite rapide mais fragile. On a besoin avec Mathilde pour revenir sur la partie un peu créative, par rapport à nos fonctions et nos métiers respectifs, on a besoin de se retrouver dans les projets, dans la créativité qu'il y a, dans le développement de produits et de la marque. Et pour ça, on a envie de l'emmener sur le long terme et d'avoir quelque chose qu'on maîtrise pour pouvoir pleinement s'y retrouver. L'aventure est loin d'être finie. Merci beaucoup François Morier d'avoir rejoint ce podcast de Court Instant. Et nous, on repart en balade si vous le voulez bien. Avec plaisir. Mathilde. Et nous voilà maintenant avec notre séquence autoradio. On va écouter quelques petits extraits. Laure, 19 ans, alias Stiltonic, est suivie par 350 000 personnes sur YouTube. J'aime bien dire que c'est un nouveau type de télé-réalité parce qu'au final, ils suivent les vies de youtubeurs. C'est pas les mêmes scandales, c'est pas les mêmes contenus, mais je pense que c'est pour ça qu'ils regardent mes vidéos, c'est parce qu'ils cherchent de la bonne humeur en fait. De la bonne humeur, oui, mais rétribuée. Les youtubeuses les plus suivies sont très sollicitées par les marques pour présenter leurs produits. Ce sont des vedettes populaires, mais aussi marketing. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et d'Instagram et de YouTube. Qu'est-ce que vous pensez justement des succès des youtubeurs ? Ce que je trouve vraiment génial en fait, c'est d'arriver à créer du contenu et de se créer une audience avec laquelle on puisse discuter en direct, et qu'il y a tellement de possibilités en fait et d'univers différents qu'on y trouve forcément son compte et qu'on trouve forcément quelque chose à apprendre. Et encore une fois, moi c'était aussi pourquoi j'ai créé un blog, pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. C'était des façons... Pour vous faire connaître. C'était pour me faire connaître, et c'était aussi pour faire les choses à ma façon. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me définit. C'est que ce que j'aime, en fait, dans le fait d'avoir un blog, un Instagram et tout, c'est que je raconte les choses comme je le veux, je montre ce que je veux. Là, il y a un phénomène d'identification qui est assez fort et qui permet, encore une fois, de se créer une communauté, une audience. Et après, le plus dur aujourd'hui, c'est qu'il y en a tellement. C'est de créer une audience qui nous reste fidèle, qui nous suive. Et moi, quand j'ai des filles qui me disent ça fait 12 ans que je te suis, je trouve ça incroyable, et ça me touche beaucoup parce que c'est des personnes qui m'ont connue stagiaire dans la presse et qui ont suivi toutes mes étapes d'entrepreneur et qui aujourd'hui reçoivent leur première commande M. Et ça, moi, ça me touche énormément. Et je sais que tout ce que j'ai réussi à construire, c'est aussi justement grâce à toute cette communauté qui, au fur et à mesure, s'est construite. On va écouter un autre extrait. Ce matin, Martial, comment apprendre à se vendre ? Eh oui, se vendre comme si on était un vulgaire paquet de lessive. Caricatural, il y a quelques semaines, Fabrice Couval, 26 ans, bac+4, s'est mis en vente sur eBay pour trouver un poste. Description, jeune plein de ressources, très bon état. L'exemple est de plus en plus répandu. Le principe, faire parler de soi sur Internet, sortir du lot en se créant une identité numérique. C'est ce qu'on appelle en bon français le personal branding. En bon français. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a moins besoin de rentrer dans des cases et de suivre des parcours tout tracés comme ça a pu être le cas avec des générations précédentes où on se posait pas trop de questions, on faisait telle école et ensuite on rentrait dans telle boîte et puis on faisait toute sa carrière là-bas. Aujourd'hui, nous, on est des générations assez différentes et on a du mal à se projeter sur très longtemps dans une même boîte et même quand on lance sa propre boîte. Ce qui fait que on a aussi ce besoin de mettre en avant sa personnalité, son élément de différenciation, quelque chose qui fait que on est unique. Ça se ressent beaucoup aujourd'hui dans plein de startups qui bossent énormément la personnalisation. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie des envies du moment. Et encore une fois, je trouve que les réseaux sociaux sont un très bon outil pour ça quand ils sont bien utilisés. Donc après, il faut s'en partir dans des délires de personal branding complètement tordus. Si on fait bien les choses, ça peut être vraiment génial.
C'est par là, non? La rue du Pont-aux-Choux. Vous aimez ce quartier du Marais? La rue du Pont-aux-Choux, ouais, j'aime beaucoup ce quartier. En fait, quand on a lancé M, on a fait un premier pop-up rue de Turenne et on a beaucoup aimé le quartier. Un pop-up store, un pop-up magasin store, éphémère. Exactement. Et donc du coup, quand on s'est dit qu'on avait envie d'ouvrir la boutique, c'est le seul quartier dans lequel on a cherché. Comment est-ce qu'on arrive à M? M, c'est d'abord une marque avant d'être un magasin, mais c'est une marque de soins. M, c'est l'aboutissement d'une réflexion que j'ai eue via toutes ces années passées dans la beauté. Allez, on va descendre de voiture et aller à votre boutique. Tenue de route exemplaire pour un plaisir de conduite décuplé. La nouvelle Peugeot 508 accompagne les entrepreneurs français vers la réussite, quelle que soit leur trajectoire. En route avec la nouvelle Peugeot 508. Donc là, on est rue du Pont-aux-Choux, en plein Marais. On va aller voir comment avancent les travaux de cette boutique M. Oui. C'est prévu pour quand l'ouverture? Début juin. Et comment est-ce qu'on a choisi ce mot universel de M, du verbe aimer? J'aimais beaucoup le fait que M veuille dire la lettre M. Voilà, il y avait le petit clin d'œil à la première lettre de mon prénom. Je trouve que graphiquement, un mot qui est court, ça marche très bien. Et puis, on a des vraies envies d'expansion internationale et que c'est un mot qui est très facile à dire pour des étrangers. C'était aussi l'envie d'avoir un nom qui soit français. C'est un petit espace, en fait. Alors, en gros, oui, c'est un petit espace, oui et non, parce que justement, pour une première boutique, on n'avait pas envie d'avoir quelque chose qui soit immense. Donc, on a 50 mètres carrés de boutique à l'espace, en fait, au rez-de-chaussée, avec une deuxième partie juste derrière. Voilà, juste derrière, qui va être une cabine de soins. Et en fait, on a un escalier qui mène à nos bureaux. Du coup, c'était la parfaite taille en fait pour démarrer. Et surtout, on aimait bien le fait d'avoir cette proximité bureau-boutique qui est assez importante, sachant qu'on est une toute petite... avec François, on n'est que 2 pour le moment. Et ça va vraiment nous permettre de créer une dynamique avec l'équipe de la boutique. Et ça, pour nous, c'était assez important. Il y a quelque chose d'à la fois vertigineux et paradoxal, c'est que vous avez touché l'international avec Birchbox. Vous vous êtes vu propulser, votre nom a été cité dans la presse internationale. Et finalement, vous vous retrouvez dans une petite boutique parisienne de 50 mètres carrés. La boutique, c'est une deuxième étape, mais on est avant tout une marque digitale. Et donc, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'avec François, on a réussi à créer une marque en 6 mois, en allant toucher du monde partout. Partout dans le monde. Aujourd'hui, on a des demandes quotidiennes qui viennent des États-Unis, un peu de partout, qui nous demandent quand est-ce que les produits M arrivent dans le monde. Et moi, c'est ça que je trouve génial, en fait. C'est grâce à Instagram que ça nous ouvre des portes. Et donc, là, depuis, on est distribué à Londres. On est en train de travailler sur l'Asie, sur les États-Unis. Et certes, voilà, on a une première boutique à Paris, mais c'est que le début de peut-être plein d'autres dans le monde. Vous citez Instagram, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se développe via les réseaux sociaux? En tout cas, pour notre marque, oui. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est très facile de lancer une marque, mais il y a plein de barrières qui tombent, en fait. Et justement, la barrière pour une marque, quand on se lance, c'est qui vont être mes premiers clients. Avec Instagram, en fait, c'est très facile. Enfin, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de trouver les personnes qui vont être intéressées par votre marque. On est reparti en voiture avec Mathilde Lacombe. Les cosmétiques, c'est un univers assez particulier dans le sens où il y a beaucoup de gens qui depuis quelques années, critiquent aussi les cosmétiques, le fait que ce soit pas écologique, le fait qu'il y ait de l'huile de palme dedans. Comment est-ce que vous faites le tri pour, j'imagine, coller aussi à cette étiquette de, d'entrepreneur, mais d'entrepreneur responsable? Je pense qu'aujourd'hui, encore plus en France, aujourd'hui on ne peut pas lancer une marque de soins si elle n'est pas, alors je ne sais pas comment vous voulez dire ça, mais si elle n'est pas clean ou en tout cas si elle n'est pas responsable. Si elle n'est pas responsable. Les
consommateurs sont ultra avertis, informés et voilà, ils ne pardonnent plus. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, sur le marché américain, où moi je suis en discussion là, avec eux, et ils ont beaucoup moins ces interrogations. En France, aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, on a des applis comme Yuka ou plein d'autres où maintenant, voilà, une Française, elle achète sa crème, avant même de l'acheter, elle va scanner le code barre et regarder ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, en fait, maintenant, pour moi, d'office, il faut qu'une marque en fait soit clean. Et je pense qu'on va aller dans ce sens-là où il y aura plus d'un côté les marques clean et puis d'un côté les marques conventionnelles un peu. Et ça, sales. on peut se dire qu'un jour ça arrivera. Ça. Je suis sûre que ça va arriver. Tout le monde s'y met. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est nous justement les petites marques qui impulsons quelque chose parce que on a la chance de pouvoir être plus réactifs et puis on part de zéro. C'est beaucoup plus dur pour des très grosses marques parce que voilà, il faut tout changer. C'est changer des formules, changer des packaging. Alors nous avons l'habitude dans ces podcasts d'avoir une petite séquence avec la boîte à gants. Donc vous allez ouvrir la boîte à gants et il va y avoir un objet et vous allez me le commenter. Ok, une calculatrice. Est-ce que ça vous inspire ? C'est pour mon amour des maths. Vous avez vraiment l'amour des maths ? Non, pas du tout. Pas du tout, justement. Hein. C'est ça. J'ai un profil littéraire, donc... Est-ce que le message à donner aussi aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont peut-être une idée de se développer de la même façon que vous, c'est de dire aussi on n'est pas obligé d'être un génie en mathématiques pour pouvoir développer justement ses rêves et son business ? Oui, clairement, et en plus c'est un message qui nous tient assez à cœur avec François, parce qu'on est tous les deux des profils... François, il a fait une école de design, et moi j'ai fait des études littéraires. Et justement de montrer qu'effectivement on peut entreprendre, être entrepreneur, avoir des bonnes idées et surtout créer des business, créer un business qui marche sans avoir fait HEC ou une école de commerce. Et c'est quelque chose dont on a pu douter en fait on a pu en douter avec François parce que des gens nous en ont fait douter. On a un peu, surtout en France en fait, il y a ce parcours assez classique et attendu de l'école de commerce qui mène à tout. Et ce qui est génial, c'est que je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où justement la créativité, on se rend compte que c'est une richesse incroyable et que justement ce sont les profils finalement les plus durs à trouver. Parce que autant un profil très rigoureux, scientifique, il n'y a pas de secret, ça s'apprend sur les bancs de l'école, autant la créativité, être capable de créer une marque, d'avoir une vision comme ça, ça pour le coup ça s'apprend pas en fait, on l'a ou on l'a pas. Je pense que c'est vraiment important de valoriser la créativité des gens et que voilà, c'est des bons profils importants, en tout cas nous dans nos univers. Vous avez fait beaucoup de choses. À 31 ans, vous avez fait également 3 enfants. Mm-hmm. C'est aussi le fait d'être entrepreneur qui m'a permis de faire mes enfants quand j'en avais envie. Je sais que beaucoup de femmes se mettent une barrière et un frein. Et ça, je trouve que c'est très triste. Et en même temps, je les comprends complètement parce que j'ai des amis, moi, qui sont salariés dans des grosses boîtes ou dans des structures plus classiques, en tout cas, qui ne sont pas entrepreneurs. Et je vois bien le stress que ça peut être et la pression. Et que quand on a 30 ans, nos âges, qu'on accepte un nouveau job et qu'en même temps on se dit j'aimerais bien avoir un enfant mais alors je vais pas annoncer à mon employeur que dans 4 mois je suis enceinte, je comprends complètement le stress que c'est et je pense qu'on a énormément à faire dans l'implication des pères en fait. Moi je milite beaucoup pour un congé paternité long comme dans les pays nordiques. J'ai fait mon Erasmus en Suède et je trouve que c'est des sociétés où on ressent beaucoup plus cet équilibre homme-femme. Et moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un mari qui est extrêmement impliqué. Il n'y a pas de secret, un enfant, on le fait à 2 et il faut qu'après, les choses soient plus équitables sur le reste. Et que voilà. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous vous organisez avec votre mari ? Et du coup, mon mari, il est entrepreneur, mais il travaille de la maison. Donc, il a quitté un job qui était plus classique, entre guillemets, pour avoir plus de temps. À la fois pour s'occuper des enfants et puis moi me permettre une plus grande flexibilité d'horaire et de liberté d'esprit et voilà, et donc ça fonctionne très bien comme ça pour le moment. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui
peut-être à un jeune homme ou une jeune fille qui vous écoute là, sur ce podcast, qui a envie de se lancer comme vous? Quelle est la première chose, le conseil tout premier que vous lui donneriez? Le tout premier, ça serait de se faire confiance. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est aussi être capable d'avoir des intuitions et de savoir quand le moment est le bon ou pas. Être entrepreneur, c'est vraiment... on est un peu seul et donc il faut vraiment se faire confiance. Et la deuxième chose, c'est de bien s'entourer, donc que ce soit avec le bon associé ou les bons associés. Voilà, de la bonne équipe. Il n'y a pas de secret, une réussite, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est, voilà. M, c'est une étape. Est-ce que l'entrepreneuse que vous êtes a déjà un œil sur la deuxième, sur la troisième, sur la cinquième étape de votre vie? Non, je pense pas encore parce qu'avec M, on a vraiment... Enfin, après, par contre, j'ai un œil sur les autres étapes de M qui vont arriver. Et on a vraiment envie de l'emmener très loin, cette marque. Jusqu'où Sky is the limit, comme on dit dans exactement. les affaires. Le ciel, c'est la limite. Ouais, on est très inspiré par les Américains et le fait que tout est possible. Donc voilà, on verra bien. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur un petit nuage. Ouais, les débuts sont plutôt prometteurs, donc c'est assez excitant. La réussite en France, aujourd'hui, dans le contexte économique et social et politique, la réussite, ça marche, ça peut marcher? Je trouve qu'en tout cas, il faut valoriser il y en a plein des petites pépites dans le paysage entrepreneurial français et c'est important de le valoriser. Moi, je suis une nature plutôt optimiste et je trouve que ça peut être très plombant, surtout quand on est un jeune aujourd'hui, qu'on ne sait pas trop où on a envie d'aller. Ça fait du bien en fait de savoir que c'est quand même possible d'entreprendre, mais même pas forcément d'entreprendre, qu'en tout cas il y a plein de choses qui sont possibles et que c'est pas tout gris. Eh bien, merci beaucoup. Merci Pierre. Mathilde Lacombe, de nous avoir accompagnés dans ce podcast. Merci pour cette balade, on a appris beaucoup de choses avec vous. Avec plaisir, merci beaucoup. Et longue vie à M donc. C'est gentil. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye.